tous et bienvenue dans ce Café du Commerce. Alors vous remarquez que la configuration n'est pas exactement l'habituelle. Aujourd'hui, l'arroseur est arrosé, l'intervieweur est interviewé. Nous sommes avec Hubert Coudurier. Bonjour. Bonjour Anne-Cécile. Vous êtes directeur de l'information du Télégramme, mais si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que vous avez sorti au printemps aux éditions Plomb un livre enquête intitulé Marine Le Pen, le mystère Marine Le Pen. Pour vous interviewer, on sera également avec Martin Vaugoud, journaliste politique au Télégramme. Bonjour Martin. Et bonjour Hubert. Alors on va entrer dans le vif du sujet puisque l'actualité judiciaire et politique a été dictée par la décision de la Cour d'appel de Paris le 7 juillet. Marine Le Pen se pourvoit en cassation. Ce pourvoi est suspensif. Elle déclare qu'elle est candidate à la présidentielle. Est-ce que ça vous a surpris, Hubert ? Évidemment, j'étais surpris, tout le monde a été surpris, comme tout le monde avait été surpris de sa condamnation en première instance. Alors, il y a toujours des gens très intelligents après coup qui vous disent « Ah, mais je l'avais prévu, je l'avais dit, etc. » Mais c'est jamais comme ça que ça se passe. Oui, j'ai été surpris, même si on ne l'écartait pas complètement, parce qu'il y a une petite musique depuis un mois, et maintenant notamment de Matignon et de la place Vendôme, donc de Gérald Darmanin, qui disait que c'était possible. Et je pense qu'effectivement, si Darmanin le disait, c'est qu'il avait des informations selon lesquelles les juges voulaient botter en touche et se défaire de ce dossier tellement politique que ça finissait par devenir embarrassant, surtout après l'affaire Liana, qui les met en cause pour d'autres raisons. Mais la justice étant en ligne de mire, il voulait quand même un peu faire baisser la pression. Mais elle y va alors que finalement tous les doutes judiciaires ne sont pas complètement levés. Est-ce que en y allant envers et contre tout, elle n'installe pas une atmosphère trumpienne dans cette campagne présidentielle? Alors, elle peut se présenter. Et ça, c'était le principal reproche qui aurait pu être fait au juge, de l'empêcher de se présenter, puisqu'il y a même eu une réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel qui disait qu'il faut laisser la liberté de choix à l'électeur. Et elle est quand même condamnée, même si, comme elle a fait un pourvoi, elle est encore présumée innocente. Mais sur une attitude trumpienne, il faut bien voir les choses. Après sa première condamnation, elle a eu un peu cette tentation, elle a parlé fort, elle a d'ailleurs demandé un appel qui a été du coup exécuté assez rapidement. Mais elle s'est assez vite calmée et elle a adopté un profil bas devant la Cour d'appel. Parce qu'on vit dans un système français qui n'a rien à voir avec le système américain, avec des grands électeurs, où le président Trump pouvait exciter sa base électorale. L'enjeu quand même de la présidentielle, c'est qu'elle a un socle assez solide, aux alentours de 35%, mais il va falloir séduire le centre. Et il y a encore beaucoup de réserves, beaucoup de gens qui sont très sceptiques. Et donc, je pense que, là, on a vu les images, à la flèche, elle était radieuse, Jordan Bardella tirait la gueule, si je peux me permettre l'expression. En tout cas, il avait une mine un peu déconfite. Mais je pense qu'elle va essayer à la fois, et c'est pour ça qu'elle fait un pourvoi, de plaider son innocence, ce qui n'est pas évident, parce qu'elle a été condamnée à des peines qui sont certes plus légères qu'en première instance, mais qui sont réelles. Et puis ensuite, elle va être jugée sur la crédibilité de son projet économique, parce que c'est quand même aussi le plus important. On aura l'occasion d'y revenir. Je rappelle que le pourvoi en cassation ne se prononcera pas, la Cour de cassation ne se prononcera pas sur le fond, mais vraiment sur la forme. Elle juge du droit et pas tant du fond de l'affaire. Mais alors, pour bien comprendre ce dont on parle, on va écouter ce résumé de l'affaire réalisé par Maël Delmure. Une décennie d'enquêtes, de procès et de rebondissements politiques, l'affaire des assistants parlementaires du Front National commence ici, en 2014, au cœur du Parlement européen. Le 27 mai, une lettre anonyme dénonce de potentielles fraudes du Front National. Mars 2015, l'Office de lutte antifraude est saisi par le Parlement européen qui soupçonne des fraudes portant sur les conditions d'emploi d'une vingtaine de parlementaires du parti. Décembre 2016, le parquet de Paris ouvre une enquête. Plusieurs eurodéputés, dont Marine Le Pen, sont accusés d'avoir mis en place un système entre 2004 et 2016 pour payer des salariés du Front National avec l'argent du Parlement européen. 31 mars 2025, Marine Le Pen est condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet. La présidente du RN fait appel. La Cour d'appel de Paris donne son verdict ce mardi 7 juillet 2026. Marine Le Pen est jugée coupable, mais son temps d'inéligibilité est réduit et lui permet sur le plateau de TF1 d'annoncer sa candidature. Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Face à cette nouvelle décision de justice, la présidente du RN s'est quand même pourvue en cassation,
La Cour, elle devrait se prononcer en début d'avril 2027. Alors Hubert Coudurier, je sais bien que vous n'êtes pas porte-parole du Rassemblement national, mais enfin tout de même, après avoir fustigé le laxisme de la justice, la corruption des partis et du système, on se rappelle en 93, main propre, tête haute, est-ce que c'est bien sérieux de se présenter à la présidentielle dans ces conditions-là ? Alors, est-ce que c'est bien sérieux? C'est son problème. Elle peut se présenter, elle va se présenter. Ça fait 15 ans qu'elle s'y prépare. Mais ce paradoxe-là... En 2011, son père lui a donné le pouvoir. Ensuite, elle a viré son père en 2018, ou 2015 plutôt, et en 2018, elle a changé le nom et elle a fait œuvre de dédiabolisation. Donc, c'est l'œuvre de sa vie. Et même si elle faisait bonne figure depuis 3-4 mois, alors que tout le monde l'avait enterrée et ne pensait qu'au plan B, c'était quand même un crève-cœur pour elle. Donc, moi, je ne vais pas juger. C'est la loi qui dit elle peut se présenter, elle va y aller. Elle avait un scénario possible. C'était de prendre sa perte, comme on dit dans le business, c'est-à-dire en gros d'accepter de porter le bracelet électronique pendant quelques mois, un peu aménagé, et puis il serait tombé à la fin de l'année, et elle aurait eu une fin de campagne sans bracelet. Elle a fait un choix différent, qui est peut-être risqué d'ailleurs. Qui est plus risqué, oui, parce que les conséquences judiciaires peuvent être bien pires. Elle peut être condamnée juste avant, enfin en tout cas la Cour de cassation peut ne pas casser l'arrêt de la Cour d'appel, ou alors elle peut être condamnée et devoir porter un bracelet électronique, quand bien même elle serait élue, enfin si c'était le cas une fois élue. Est-ce que le Conseil constitutionnel, l'immunité présidentielle ne s'applique que pour des actes réalisés pendant la présidence? Donc là, elle prend un pari extrêmement risqué et c'est un peu le coup de poker en réalité. Oui et non, parce qu'ils font le calcul, et ces avocats, en réalité, les juges ayant décidé d'évacuer le problème, de botter en touche, ne vont pas un mois avant l'élection, c'est-à-dire en avril ou même quelques semaines avant, ne vont pas remettre le problème sur la table. C'est plus un problème, à mon avis, moral. Oui, mais est-ce que ça donne pas un angle d'attaque rêvé à ses adversaires? Bah si, mais d'ailleurs, ils ont commencé. Est-ce que ça, ce slogan tête haute, main propre et tête haute, évidemment, ça lui revient dans la figure. C'était un slogan de son père, je crois. C'était un slogan de son père. Et il est évident que, voilà. Mais vis-à-vis de son socle, je pense que ça n'a aucune importance. Elle est un peu dans la position de ces tribuns populistes comme Berlusconi l'était, qui multipliaient les procédures judiciaires. Ça ne les empêche pas de faire de la politique, d'être réélus. C'est plus pour convaincre ces 10%, si vous voulez, qui sont encore très sceptiques et très réservés à l'égard du Rassemblement national et qui n'en veulent pas, tout simplement. Donc c'est avec eux que ça va être plus compliqué d'expliquer que c'était pas un système organisée, comme l'ont dit les juges, et que même s'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, elle était au courant de tout, parce qu'il y a un mail de Valrand de Saint-Just, le trésorier, qui le dit explicitement. Et encore une fois, ça offre un angle d'attaque à ses adversaires, parce que les faits sont quand même... on va rester évidemment prudent sur le dénouement judiciaire, parce qu'elle est présumée innocente, mais... les faits sont constitués. Voilà, les faits sont constitués, et ils sont graves. Non, mais c'est un problème... Alors bon, c'est vrai que ces histoires d'affaires, ça a commencé du temps du PS. C'est un sparadrap qui colle à la vie politique et mais enfin, s'il y avait bien un parti qui, justement, faisait son beurre de toutes les condamnations des autres, c'était le Front National. Tout à fait, mais ça sera une des difficultés, avec l'autre étant, à mon avis, d'asseoir ça un peu. Mais bon, d'abord, le Rassemblement national, il a changé souvent d'avis. Il était contre l'Europe, il était pour le Frexit. Vous voyez, il était à géométrie variable. C'est un parti attrape-tout qui s'adapte au terrain en permanence, mais qui bénéficie aujourd'hui de n'avoir jamais été au pouvoir et de la crise économique que traverse le pays. Alors justement, on va regarder ce que ses partisans et ses opposants ont pensé et leur réaction juste au lendemain de cette décision de la Cour d'appel et du départ en campagne de Marine Le Pen. Marine Le Pen a été jugée coupable ce mardi 7 juillet dans l'affaire des parlementaires du Front National. Mais le verdict de la Cour d'appel de Paris laisse à la présidente du Rassemblement national la possibilité de se présenter aux élections de 2027. Décision prise le jour même sur le plateau du 20h de TF1. Donc, ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Une annonce qui a fait réagir toute la classe politique. Moi, j'aime profondément ce pays. Marine Le Pen répète à longueur de semaine qu'elle aime profondément ce pays. Quand on aime son pays et qu'on est condamné pour détournement de fonds publics, on peut se dire que c'est pas rendre hommage à ce pays que de se présenter à la présidentielle. Ces électeurs pourront faire le constat qu'elle trahit sa parole
avant même que d'exercer des responsabilités, puisqu'elle avait dit que toute personne publique condamnée devait être inéligible à vie. Elle ne tient pas sa parole. C'est le combat politique qui permettra aux Français de trancher l'année prochaine l'identité du ou de la future présidente. Et c'est très bien ainsi. Moi, je préfère m'engager et battre Madame Le Pen dans les urnes que la voir disparaître par une décision de justice. Moi, ce que je constate, c'est que Marine Le Pen, elle est plébiscitée, à la fois dans les sondages, sur le terrain. Elle est reconnue comme une femme solide, intègre, proche des Françaises et des Français. Et très clairement, elle va mettre toute son énergie dans cette bataille parce qu'elle fait de la politique pour les Français. Hubert Coudurier, quand on écoute tout ça, est-ce que pour le Rassemblement national, ça n'aurait pas été plus simple d'activer directement le plan B comme Bardella ? Je pense qu'elle estime avoir plus de chances de gagner que Jordan Bardella, dont beaucoup considèrent qu'il est quand même encore un peu jeune, qu'il n'a conduit qu'une campagne aux élections européennes, alors qu'elle en serait à sa 4e présidentielle. Il a un positionnement politique, l'Union des droites, qui n'est pas tout à fait celui qu'elle préconise. Elle est plus social-étatiste. Elle s'est enracinée à Hénin-Beaumont, quand lui, maintenant, lorgne le royaume des 2 Siciles. Donc, en fait, je pense qu'elle a fait preuve quand même d'une certaine dignité quand elle pensait qu'elle serait empêchée et qu'elle était prête à lui refiler le bébé. D'ailleurs, certains trouvaient dans son entourage qu'elle en faisait trop. Là, je pense qu'elle veut y aller, pas seulement pour elle-même, mais parce qu'elle pense qu'ils ont plus de chances de gagner avec ce ticket gagnant qui fait que, même si Jordan Bardella s'y croyait, et même s'il avait le soutien des milieux d'affaires... Et qu'il était plus haut dans les sondages, finalement, que... Oui, alors ça, c'est aussi parce que certains avaient intégré l'idée qu'elle ne pourrait pas se présenter, mais là, ça s'est à peu près rééquilibré. En fait, ils sont... c'est un couple politique, quoi. Ils sont à peu près au même niveau, mais ils n'ont pas du tout la même personnalité. Ils sont presque complémentaires. Mais alors justement, vous qui avez côtoyé pour votre livre le Rassemblement national et tous les proches et de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, est-ce qu'ils forment un vrai tandem soudé ou est-ce que c'est un peu un ticket d'opportunité ou d'opportunisme ou alors est-ce qu'il y a plus de tension entre eux qu'il n'y paraît notamment, on pense au visage de Jordan Bardella à la flèche, qui effectivement n'était pas très joyeux. Très heureux. Oui, pas très heureux. Alors, certains de ses proches m'ont dit Marine Le Pen, c'est une névrosée de la rupture. C'est-à-dire non seulement elle a rompu avec son père, mais elle a rompu avec Florian Philippot, elle avait rompu avant ça avec Bruno Gollnisch. En général... il y a aussi beaucoup de personnes qui ont quitté ou qui ont fait des scissions internes. Alors elle s'est elle-même sur un ton un peu... comment dirais-je, un peu bénin, elle me dit, moi j'ai plutôt les autres qui me quittent, etc. Comme si elle-même n'était pas capable de trancher, de rompre. Sa vie est quand même une succession, enfin sa vie politique et même sa vie personnelle, une succession de drames, de catastrophes, de redressements. On dit, bon, c'est... Mais alors avec Jordan, ça tient, quoi. Ben, ça tient, pourquoi ? Parce que d'abord, elle voulait un peu se débarrasser des vieux du canal historique dont elle commençait à fatiguer des conseils qu'il lui donnait. Parce que lui, il a un côté plastique, qu'il était tout à fait à l'écoute, il l'appelait à chacune de ses émissions pour lui demander conseil. Il suffit de voir leur posture. Est-ce que c'est sa chose ? À Liévin. Non, mais à Liévin, vous avez vu la posture. Enfin, elle l'attrape comme sa mère. Bon, lui d'ailleurs est un peu gêné. Et d'ailleurs, il s'agace au fil du temps. Est-ce qu'il ne va pas finalement, à un moment, s'émanciper parce on a cru qu'il allait s'émanciper puisqu'il a fait des déclarations à la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il en a fait sur les retraites assez fracassantes. Voilà, exactement. Et il prenait le contre-pied. Et puis on sait bien que sur la politique étrangère, ils n'ont pas tout à fait la même vision des choses. Mais là, du coup, il est obligé de rentrer dans le rang. Et ça va être... possible pour lui, après avoir eu ce moment. Écoutez, il est intelligent, il n'a rien à perdre pour l'instant. Elle a fait sa carrière, il est quand même pour lui urgent de rentrer dans le rang et de ne pas trop se singulariser. Ils sont quand même dans une meilleure posture de ce point de vue-là que les 3 candidats de droite qui se tirent la bourre et qui sont en conflit potentiel. On verra bien s'ils arrivent à faire l'unité. Dans vos éditoriaux, vous dites souvent qu'il n'y aura pas pour le Rassemblement national de victoire sans conquête de l'Ouest. On sait qu'il y a un verrou breton qui a donné des signes de faiblesse, mais qui n'a pas sauté complètement. Bardella était en tête partout en Bretagne
au moment des européennes. Mais sauf à Rennes et Quimper. Voilà. Et on a vu à l'occasion des municipales qu'il y avait encore que finalement le Rassemblement national n'avait crevé aucun plafond de verre à l'occasion de ces municipales en Bretagne. C'est la droite qui a repris du poil de la bête, en fait. Est-ce que ce verrou breton ou ce verrou situé à l'ouest, il peut vraiment sauter pour le Rassemblement national? Ça, c'est l'ancien directeur du Rassemblement national, Gilles Penel, qui est président du groupe RN au Conseil régional, qui me l'a dit. C'est une de ses phrases. C'est qu'effectivement, il faut conquérir la façade atlantique, qui reste encore très maintenant entre social-démocratie et droite traditionnelle, pour pouvoir prétendre à couvrir l'ensemble du territoire. Parce que c'est vrai que dans le sud, dans le nord, et dans les territoires les plus désindustrialisés, où il y a la plus forte immigration, c'est là où effectivement il n'y a pas photo. Mais les choses changent, même en Bretagne, l'immigration augmente. Donc moi je ne suis pas persuadé qu'ils vont être absolument au pouvoir en 2027. Mais je pense qu'inéluctablement, tôt ou tard, il y a une offre politique qui n'a jamais été essayée. Donc si ce n'est pas 2027, ce sera 2032. Et est-ce qu'il faut que cette offre politique, à votre avis, elle soit purgée d'une façon ou d'une autre ? Mais je pense que, je ne vais pas vous faire des références avec d'autres pays. Comme le Maroc a purgé l'islamisme en mettant les islamistes au pouvoir, et puis on s'est rendu compte que c'était des gens pas très sérieux, pas très crédibles, et ils ont été blackboulés à la fois suivante. Bon, on a vu la Hongrie avec Viktor Orban, on a vu le Brésil avec Bolsonaro. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on a une poussée conservatrice très forte dans beaucoup de pays du monde, notamment aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe maintenant, et que en France, on a résisté à la révolution réganienne, à la révolution thatchérienne, et qu'on peut se demander si on va se retrouver dans une élection où ce sera à nouveau le candidat centriste, en l'occurrence Édouard Philippe, qui est élu, ou bien si effectivement c'est le Rassemblement national qui conquiert enfin le pouvoir. Le problème de Marine Le Pen, c'est que par rapport à Giorgia Meloni, elle n'a pas encore réussi son coup. Hein. Elle est loin du compte. Il faut aussi relever quand même toutes ces contradictions. Enfin, vous l'avez évoqué tout à l'heure, contradictions dans son programme économique, ces 2 condamnations suspendues, mais aussi ses amitiés hongroises, russes. Enfin, le contexte international, notamment la guerre en Ukraine, ne joue pas en faveur du Rassemblement national. Est-ce que finalement les électeurs, qui en ce moment d'ailleurs, les sondages en tout cas donnent Marine Le Pen très haut, voire victorieuse, quel que soit le cas de figure au second tour. Alors bon, on sait que ce sont des sondages à un an de l'élection, donc il faut les prendre avec toutes les réserves qu'il faut. Mais est-ce que finalement cette grande vague de balayage, de dégagisme pourrait faire fi de toutes ces contradictions, de toutes ces désistements, ces dédiments? Eh bien, on est dans une situation telle qu'on peut se demander, même si une chèvre ne serait pas élue dans un tel contexte, en tout cas, Bardella, il y a eu des études qui ont été faites par un institut de gauche dont j'ai oublié le nom, et qui la Fondation Georges Jaurès, non? Oui, la Fondation Georges Jaurès, c'est tout à fait ça, ouais. Qui ont expliqué que les électeurs étaient bien conscients de ses faiblesses, mais qu'ils voulaient, qu'ils le prenaient, parce qu'il est là, pour élire et pour impulser un changement dont on ne sait pas ce qu'il donnera. Alors moi, j'ai une autre question. Est-ce que finalement, parce qu'on pense aussi beaucoup et on extrapole déjà un deuxième tour, LFI, Rassemblement national, donc Mélenchon, Marine Le Pen, si, encore une fois, sous réserve des décisions de justice d'ici là. Pour Jean-Luc Mélenchon, il valait mieux Jordan Bardella ou Marine Le Pen ? Il valait mieux Jordan Bardella, parce que Marine Le Pen l'a déjà affronté. Alors je ne pense pas, s'il y a un deuxième tour entre les extrêmes, que ce sera 70-30, parce qu'en général, la France insoumise est sous-évaluée et le Rassemblement national est surévalué. Mais oui, il est probable, malgré tout, que pour le RN, même si Marine Le Pen dit qu'elle aurait préféré avoir en face d'elle Édouard Philippe, pour jouer justement la carte du peuple contre les élites. Ou disruptive, oui. Il est probable quand même que face à Jean-Luc Mélenchon, le résultat ne fasse pas l'ombre. Il reste un élan, comme on le voit avec cette nouvelle affaire d'un conseiller municipal en Moselle, filmé, en train de chanter Maréchal, nous voilà. Je vais poser la question de façon directe. Est-ce qu'en France, plus de 50% des électeurs peuvent voter pour un parti qui, en son sein, accueille de tels élus, puisque c'est un élu local?
Moi, je n'ai qu'une voix. Je ne peux pas parler pour 51% des Français. On verra bien. C'est clair qu'on n'efface pas du jour au lendemain. 50 ans, le parti a été créé, le FN, en 72. On n'efface pas le passé du jour au lendemain. Il remonte à la surface. Et puis, il y a des comportements. Marine Le Pen, bon, elle a quand même viré son père. Elle dit que ça devrait lui être crédité et qu'on ne peut pas la soupçonner de fascisme, etc. Mais bon, il y a toujours des zozos et en fait, c'est une des faiblesses. Mais aujourd'hui, la Commission consultative des droits de l'homme dit que l'antisémitisme n'est plus le fait de l'extrême droite, mais de l'extrême Le gauche. fait que de l'extrême droite. Mais Il n'est plus le fait uniquement que de Non, l'extrême non, droite. elle dit qu'il y a une il y a toujours forte un fond progression. antisémite dans l'extrême droite. Elle dit qu'il y a une forte progression, la CNCH, de l'antisémitisme à l'extrême gauche Absolument. et qu'il a régressé à l'extrême droite. Mais j'aimerais finalement vous poser une question très personnelle, Hubert Codurier. Vous avez passé beaucoup de temps en contact avec, en contact de cette formation Comme pour toutes politique, mes biographies, oui, j'ai passé du temps à aller regarder. Oui. Vous êtes régulièrement sur le plateau de CNews, vous avez accordé une interview aux médias d'extrême droite Frontières. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui doutent de votre capacité à garder votre objectivité sur un sujet aussi clivant que Marine Le Pen ? Écoutez, moi, je doute pas de mon indépendance, en tout cas. Je vais effectivement régulièrement sur CNews, et encore que là, j'y suis pas allé pendant 3 mois, puis j'ai fait une interview que m'a proposé Pascal Praud. On a passé un accord avec Public Sénat, où je suis régulièrement dans le club de la presse. Je vais également très souvent à France Info Télé, je vais sur d'autres chaînes. C'est vrai que quand vous faites un livre sur l'extrême droite et que des médias d'extrême droite vous invitent, vous n'avez pas refusé. C'est humain de vouloir faire la promotion de son livre. Pour le reste, moi, je reste quelqu'un de très indépendant. J'ai enquêté, je les ai fait parler, j'ai fait un livre. Bien sûr, il n'y a pas d'objectivité en la matière, mais ce n'est pas un essai à charge, c'est plus un récit où non seulement je la fais parler elle, mais je mets en scène son entourage, la nouvelle ossature de son parti, tous ces gens qui l'entourent et qui ne viennent pas toujours de l'extrême droite, que ce soit Sébastien Chenu qui était à l'UMP, Jean-Philippe Tanguy qui était dans le parti de Dupont-Aignan, François Durvy qui est le conseiller économique de Bardella, qui lui-même était villiériste. Et donc ce qui m'intéresse, moi, c'est de ramasser beaucoup d'anecdotes, c'est de regarder, et ça m'intéressait de la voir, le clivage de sa personnalité, parce que c'est une femme qui a à la fois beaucoup d'empathie, et c'est pour ça qu'elle parle au peuple, mais en même temps, elle est aussi très brutale par moments. Et donc, moi, c'est ma curiosité qui me porte. Mais ça ne veut pas dire que je vais faire la campagne du Rassemblement national. Et le livre est intitulé « Le mystère Marine Le Pen ». Qu'est-ce qui reste finalement à percer autour de sa personnalité ? Alors, d'abord, le mystère, c'était d'abord de savoir si elle pourrait être éligible. Bon, maintenant, il est levé. C'est aussi le clivage de sa personnalité qui fait qu'on se demande parfois, on se demandait à l'époque, avant que le jugement tombe, si elle le voulait vraiment. Dans le fond, elle aurait aimé être avocate. On m'a raconté qu'elle adorait regarder Faites entrer l'accusé. Et elle était un peu comme son père, finalement. Mais le père était tellement provocateur qu'il n'avait aucune chance d'accéder au pouvoir. On a eu un peu l'impression... On dit même qu'il ne souhaitait pas accéder au pouvoir. Exactement. Mais on a eu un peu l'impression par moment qu'elle finalement, elle serait presque soulagée de refiler le bébé à Jordan Bardella. Et certains dans son entourage lui ont dit tu en fais trop. Bon, puis finalement elle est remontée à cheval et elle a toujours eu la baraka dans sa vie. À 8 ans, elle a failli mourir d'un attentat Villa Poirier. Ensuite, quelques années plus tard, sa mère la quitte, elle la revoit pas pendant 20 ans. Ensuite, elle a eu tous ces épisodes avec ces hommes qui se sont terminés par des ruptures. Voilà, elle est résiliente et c'est ça moi qui m'intéresse, c'est l'aspect humain, c'est pas de faire campagne pour tel ou tel parti. J'ai aussi plein de copains chez les socialistes et quelques-uns à la France Insoumise. Mais la question n'est pas là, c'est quand vous aimez ce métier, vous aimez enquêter, vous aimez ramasser dans votre filet énormément d'informations, de détails, vous allez à la rencontre de l'humain. C'est ça qui moi me passionne. Alors justement, vous évoquez un peu cette résilience, ce côté un peu phénix. Pour autant, si l'épilogue judiciaire tourne dans la défaveur de Marine Le Pen, est-ce que ça signera, pour de bon, la fin de la saga Le Pen ? Puisqu'on sait que finalement, les Le Pen, c'est 9 présidentielles, 5 pour son père, 4 pour elle. Alors là, je peux vous faire un pronostic. Oubliez... On dit aussi qu'on ne meurt jamais en politique. Non, d'abord, oubliez les péripéties judiciaires, elle va se présenter. Certes, mais elle ne sera peut-être pas élue. On n'en sait rien, elle ne sera peut-être pas élue, c'est effectivement pas du tout garanti. Et elle peut ne pas être élue et être recondamnée derrière.
Absolument. Et puis là, il est certain que si elle est battue, c'est l'heure de Jordan Bardella qui s'ouvre. Jordan Bardella, il n'a rien à perdre dans tout ça. Il est en work in progress. Il est promu au poste de Premier ministre, c'est quand même pas rien, 30 ans ou 31 ans. Et si jamais elle est battue une 4e fois, c'est comme pour Mélenchon, je pense quand même que leur carrière politique sera terminée. Donc Et on fermera on fermera la dynastie Le Pen. Encore que il y a Marion Maréchal qui depuis peu a repris le nom et qui elle a quelques ambitions. Et a sorti un livre qui s'appelle Si tu t'appelles Le Pen. Voilà. Je crois, avec tout ce que ça a de Elle s'en est souvenue. Douloureux, difficile et de complexe également. Merci beaucoup Hubert Coudurier. On Merci rappelle que vous avez publié chez Plomb un livre intitulé Le mystère Marine Le Pen. Cette émission se termine. C'était une émission un peu particulière. Merci beaucoup Martin. Merci beaucoup Hubert. Nous vous souhaitons un très très bon été. On continue, on se retrouvera à la rentrée et d'ici là, vous pouvez lire le Télégramme en papier sur le télégramme.fr et revoir en replay tous les cafés du commerce de la saison. Merci, à bientôt.